merci d'être présents ce soir pour fêter les 25 ans, en tout cas pour commémorer les 25 ans de la loi belge qui dépénalisait partiellement l'avortement. On vous propose une soirée en 3 étapes. La première, c'est l'actualisation du film Le corps du délit qui avait été réalisé par le CAL il y a 5 ans, donc pour les 20 ans de la loi, qui dure 40 minutes. Ensuite, on aura 4 interventions sur les questions qui concernent la loi aujourd'hui, la notion de détresse, la commission d'évaluation, une éventuelle sortie du code pénal. Donc vous avez vu sur l'invitation 4 interventions assez courtes, à partir desquelles, évidemment, on vous proposera d'avoir un débat et vous pourrez poser des questions que vous souhaitez à nos intervenants. Voilà. Alors on va tout de suite lancer le film et je vous souhaite une bonne vision et une bonne soirée. À tout à l'heure. La Belgique vivait une révolution des mentalités, car après plus de 30 ans de lutte, la loi des sénateurs Roger Lallemand et Lucienne Herman-Michelsens dépénalisant l'avortement était votée au Parlement. À l'époque, comme aujourd'hui, plus de 15 000 femmes faisaient chaque année le choix toujours difficile de ne pas poursuivre une grossesse. La loi n'était pas bonne, mais un magistrat n'est pas là pour ne pas appliquer une loi qu'il ne trouve pas bonne. Ce qui fait que il y avait une inquiétude très très grande chez ces magistrats qui trouvaient que le législatif ne faisait pas son devoir. C'est aux députés et aux sénateurs de prendre les choses en main. Depuis la libération du Dr Peers, une décennie plus tôt, de nombreuses propositions de loi ont vu le jour, mais sans aucune chance d'être discutées. Donc il y avait pour moi la possibilité de garder cet enfant avec tout un passé affectif. C'est très étonnant de voir comme les femmes sont encore maintenant dans des sentiments de solitude et de culpabilité. On a raté quelque chose. Hein. Dans le domaine émotionnel, on a raté quelque chose. Toute femme qui décide d'avorter, elle est quelque part d'une façon de nous confronter à cette contradiction. C'est que son corps est fait pour ça. La relation sexuelle est en partie de façon pour elle d'avoir un enfant. Elle est confrontée à cela. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle décide d'avorter pour toutes autres raisons qui sont les siennes et que nous respectons, nous devons l'accompagner dans un processus qui n'est pas simple du tout. Attention, je vais ajouter maintenant à la tribune notre intervenant. Et donc vous avez vu que dans le film on parle de la plateforme Abortion Right et évidemment le CAL accueille cette soirée ici en collaboration avec la plateforme. Donc on va vraiment accueillir 4 personnes qui sont des membres des 4 associations qui ont créé cette plateforme Abortion Right. Donc Vincent Sylvet pour la Fédération Laïque des centres de planning, Frédéric Richaud pour les centres de planning des FPS, Jacqueline Mance pour le CAL et Dominique Croinet pour le GACEPA. Voilà. Bon, je pense que Dominique Croinet n'est pas encore arrivée, mais voilà, elle va certainement arriver dans quelques instants. Donc ce que je propose à nos intervenants, c'est de parler une dizaine de minutes, et puis voilà, peut-être qu'à ce moment-là, on peut débattre des questions qui sont... Je vais commencer, Vincent? Voilà, c'est un peu... Comme ça? Oui, donc tu vas nous parler de la commission d'évaluation. Hein. Donc vous avez peut-être entendu dans la presse que cette commission d'évaluation qui se réunit tous les ans pour évaluer la situation de l'avortement en Belgique. Donc en fait, comment ça se passe? Les centres d'avortement envoient les documents anonymisés et
suivant les années, en fonction des différents critères, la situation de l'avortement en Belgique. Vous aurez peut-être entendu qu'elle ne s'est plus réunie depuis 2 ans, parce qu'en fait, cette commission d'évaluation dépendait du Sénat, et vous savez qu'il y a eu une transformation. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a eu des appels aux candidatures qui n'ont pas donné de résultats. Oui, mais donc dans la modification du Sénat, normalement, la commission d'évaluation devrait être reprise par la Chambre, et dans l'intervalle, chaque année, on fait un appel à renouvellement des membres, et dans cet intervalle, il y a eu un problème pour le renouvellement de ces membres, et donc il n'y a pas suffisamment de membres. Ceci étant, ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas suffisamment de membres, c'est aussi, et ça je ne sais pas Vincent si tu veux en parler, c'est que au moment de ce changement entre le Sénat et la Chambre, et c'est pour ça que je le mentionnais, l'administration qui gère voilà Dominique, l'administration qui gère ces candidatures a modifié les conditions dans lesquelles on pouvait se porter candidat. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a aujourd'hui un problème et qu'on parle de problèmes autour de la commission d'évaluation. Donc je vais passer la parole à Vincent Skilebé qui en fait partie. Merci Vincent. Merci, oui, effectivement. Donc je suis membre du conseil d'administration de la Fédération laïque, travailleur de terrain, et membre de la dernière commission d'évaluation qui officiellement a pris fin en novembre 2013. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Effectivement, il y a 2 manifestations assez évidentes. Pour les travailleurs de terrain, c'est ce document anonyme qui remplissent chaque fois qu'un avortement est pratiqué, qui est envoyé à la commission, et tous les 2 ans, il y a un rapport qui est la compilation de toutes ces informations qui paraît. Alors, la mission de cette commission, c'est d'abord d'évaluer l'application de la loi. C'est assez large, en fait, comme définition. Et la deuxième, éventuellement, de proposer des mesures afin de réduire le nombre d'IVG et améliorer l'accompagnement des femmes en détresse. Alors, pour avoir assisté donc au débat de la dernière commission et pour avoir relu les rapports depuis sa création, il y a assez peu de mentions sur la loi en elle-même. On parle assez peu en fait des jours de réflexion, on parle assez peu de la limite de 12 semaines, on parle pas du tout de la dépénalisation, mais on parle assez bien de ce qui pourrait réduire le nombre de grossesses non prévues et aider davantage les femmes. Alors effectivement, c'est une compétition qui est assez compliquée, parce qu'il y a 16 personnes, 8 sont docteurs en médecine, dont 4 doivent professer dans une université belge, 4 membres doivent être avocats ou professeurs de droit dans une université belge, et 4 membres sont issus du milieu chargé de l'accueil et de la guidance des femmes en situation de détresse. Donc c'est-à-dire un quart de la commission pourrait, je n'ai pas dit que ça doit obligatoirement être des personnes qui pratiquent ou qui accompagnent les femmes, c'est assez large. Il faut qu'il y ait 9 femmes et 7 hommes, il faut qu'il y ait la parité français-néerlandais, et ça, on peut obtenir le collège des effectifs. Il faut la même chose pour les suppléants. Donc il faut 32 personnes, et que tous les critères soient respectés. C'est très difficile de la renouveler. Actuellement, on est au 5e appel, depuis début 2013, et j'ai pris mes renseignements, parfois on était jusqu'à 6 à 7 appels sur 2 ans et demi. Donc il y a eu 5 commissions depuis qu'elles fonctionnent, donc ça ne veut pas dire que les travaux ont toujours été très réguliers, très fréquents. Mon témoignage est que pour la dernière commission, les réunions étaient assez fréquentes, assez fournies. Il y a eu, des propositions de différents courants de pensée, plus ou moins pas consensuels. Et elle a produit 2 rapports. Celui les chiffres étaient prêts, il a fallu juste l'envoyer, et puis le dernier où elle a pu travailler plus profondément. Donc il y a une partie statistique qui ne change pas, j'essaie de maîtriser le temps, une partie qui ne change pas depuis 25 ans, c'est l'administration qui s'en occupe, il n'y a absolument aucun commentaire sur ce que l'administration des employés font. Il y a une petite partie sur les interruptions qui ont lieu après 12 semaines, où on cite qu'il y a une longue liste de malformations qui sont invoquées pour pratiquer l'avortement au-delà des 12 semaines, donc dans le 2e volet de la loi. Et puis il y a une partie c'est les rapports des établissements de soins hospitaliers ou extra-hospitaliers qui pratiquent l'avortement. Donc les cliniques francophones, néerlandophones, puis les centres extra-hospitaliers francophones et néerlandophones.
Et en lisant ces contenus, on se rend compte que la Commission reproduit relativement fidèlement ce qu'il leur a envoyé, donc c'est-à-dire des constats de terrain, des constats comme la difficulté qu'ont les femmes d'accéder, on va dire, économiquement à l'avortement, ou les pressions extérieures qu'elles ont subies pour ne pas, pour peut-être les forcer à avorter ou pour les empêcher d'avorter. Voilà, les acteurs du terrain remontent les informations à la Commission. Et c'est quelque chose qui s'est développé, j'ai vu dans les débuts des années 2000, où la partie qualitative s'est étoffée, et même les écrits des membres de la Commission eux-mêmes se sont un peu aussi étoffés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette partie-là relaie assez bien les messages du terrain, les inquiétudes, mais aussi les demandes. Donc effectivement, c'est une plus grande information des jeunes et des moins jeunes sur les moyens de contraception, une meilleure accessibilité des contraceptifs au niveau de l'accès financier, un renforcement du secteur des planning familiales. Donc, c'est-à-dire finalement des besoins qui sont bien identifiés. Le secteur n'a pas eu besoin de la Commission pour exprimer ses besoins au niveau des pouvoirs publics, mais ça fait une caisse de résonance supplémentaire. Alors, ce qui est important, c'est aussi le dernier rapport qui tranche un tout petit peu par rapport au reste, puisque la Commission a toujours présenté les chiffres en termes absolus. Et donc, oui, il y a chaque année 200 ou 300 unités, et donc il est assez facile pour un esprit mal intentionné de dire mais voilà, c'est un phénomène qui augmente malgré les politiques mises en place. On peut peut-être constater un échec, et donc peut-être on devrait revoir les politiques de prévention. Donc ça, ce sont des débats qu'il y a au sein de la Commission. Et au dernier rapport, on a pu, on va dire, nous ne sommes pas statisticiens, mais on a pu présenter des chiffres relatifs, c'est-à-dire comparer le nombre d'avortements avec le nombre de naissances ou le nombre de femmes en âge de procréer, ce qui permettait aussi de comparer avec les pays voisins. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait un taux d'avortement relatif assez bas, donc ce n'est pas une réjouissance, mais c'est un constat, et qui permettait alors plutôt de conclure que les politiques actuelles permettaient d'aider en aide aux femmes. Et là, il y a aussi un argumentaire complet de la chercheuse Nathalie Bajos en France qui dit bien que même si on peut constater en termes absolus une augmentation du nombre d'avortements, eh bien c'est un phénomène qui cache un autre. Il y a une plus grande accessibilité aux moyens de contraception, sont davantage utilisés, mais il y a aussi une réalité socio-affectives qui changent, et donc, pour les raisons qui concernent les individus, ils font appel plus souvent à l'avortement qu'il y a 25 ans. Et donc, c'est un mécanisme de plus et de moins, donc il y a une baisse grâce à notre politique de contraception, et il y a une hausse parce qu'elle évoque les parcours difficiles des femmes, et elle évoque aussi cette notion de norme contraceptive où on dit, puisqu'il y a moins de contraception, eh bien on a la solution, donc on devrait les prendre, et comme des bons robots, tout devrait fonctionner à 100%. Donc, elle évoque aussi qu'on ne pourra jamais réduire le nombre d'avortements à zéro. C'est un principe de réalité qu'il faut avoir, et ça permet d'avancer dans la discussion. Donc, je trouve qu'il était assez frappant, encore une chose très importante dans le dernier rapport, c'est que ça vient des centres extra-hospitaliers néerlandophones qui ont déconstruit 7 mythes pro-vie, ou plutôt anti-choix, plus exact. 7 arguments qui sont souvent utilisés pour dire qu'il faut interdire l'avortement, et donc dans ce rapport de la Commission, on voit quand même qu'il y a un plaidoyer assez clair pour faire un libre examen, mais aussi pour ne pas céder trop facilement à des idées préconçues. Et je trouve qu'il y a un peu de pas significatif qui a été fait sur le dernier rapport. Donc ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'il y a 18 mois. Plus ou moins, effectivement, elle est en panne. Il y a le dernier rappel, elle est passée au moniteur belge le 11 mars, il a 30 jours, donc il reste encore jusqu'au 10 avril pour introduire des candidatures. S'il n'y a pas assez de candidatures, il y aura un 6e appel dans 3 mois, enfin, c'est dans l'ordre des choses. Donc ça, c'est le présent. Alors, le futur. On peut d'abord imaginer assez facilement le statu quo, c'est-à-dire que les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui va se passer? On prend la même formule et on continue.
Donc, à court terme, ça veut dire que, pour l'instant, les chiffres depuis 2012 ne sont pas accessibles. Donc, tous les chiffres qui ont été envoyés depuis l'année 2012 restent, on va dire, dans les tiroirs de l'administration. Pas de commission, pas de chiffres. Donc, ça, c'est une donnée importante. Je pense que les rapports vont, pour l'instant, continuer à relayer les remarques du terrain assez fidèlement, et qu'il y a clairement, depuis 5 rapports, depuis une dizaine d'années, une demande importante, et chaque fois répétée, que même s'il y a des ressources au sein de la commission, il y a des médecins, des gens de terrain, il manque encore plus d'expertise et plutôt une démarche scientifique. Et donc il y a un appel à plus de collaboration, peut-être, avec l'Institut de santé publique ou d'autres savoirs scientifiques dans les pouvoirs publics, qui permettraient de contextualiser les chiffres davantage dans une réalité démographique, on va tenter de le faire, dans une réalité socio-économique, socio-culturelle, toujours aussi dans un contexte de santé publique, et donc de dépasser finalement l'évaluation de la loi, enfin, qui laisse, dont la commission en fait est assez peu témoin, mais qui permettrait de continuer ce qu'elle essaye de faire, elle a une petite marge de manœuvre, et je pense qu'il y a effectivement un pas significatif à passer. C'est vrai que peut-être après 25 ans, on peut s'autoriser à penser qu'elle a atteint certaines limites. La première, c'est que son renouvellement dysfonctionne. Il y a bien eu un projet de loi de Madame de Fresnes pour le faciliter, mais il a été comme ça, il a été déposé en 2010 et il reste comme ça, il a été abandonné par la dissolution des chambres. Donc, voilà, il n'y a pas d'effet. Donc on peut effectivement considérer qu'il y a une limite peut-être au niveau de son renouvellement et au niveau de sa composition. La part, qu'on va dire, qui est réservée, donc un quart, au secteur de personnes qui viennent en femme en détresse, moi il me semble qu'il faudrait le revoir par rapport à l'autre catégorie, des avocats ou des médecins, des professeurs de droit ou des médecins. La deuxième hypothèse, donc moi je me propose 3 et puis il y en a peut-être une 4e ou 5e qui viendra, c'est l'idée d'une commission scientifique qui remplace la commission d'évaluation. Donc c'est une idée séduisante parce qu'elle permet potentiellement de faire avancer significativement la compréhension du phénomène de l'avortement, mais plus précisément la compréhension du phénomène des grossesses non prévues, non désirées, puisque de notre point de vue, le problème il commence là. C'est la situation d'une femme qui se trouve dans une situation de grossesse non prévue, non désirée. Donc, cette commission scientifique pourrait contextualiser l'avortement par rapport à plus de données. Elle pourrait aussi dépasser formellement, une fois pour toutes, le débat des valeurs pour ou contre. Donc, il y aurait, on va dire, deux nouveaux horizons. Et donc, comme je le disais, pourrait rééquilibrer la représentation. Et puis, il semble naturel que les établissements de soins hospitaliers, extra-hospitaliers qui reçoivent les femmes, les écoutent, pratiquent l'avortement et fournissent les informations, et d'emblée une place significative pour traiter l'information qui a été, que eux-mêmes ont fournie. J'aurais peut-être une interrogation, mais ça, c'est dépasse mes compétences sur la forme juridique, parce qu'on parlait d'institut. Donc, pour l'instant, la commission, elle dépend du pouvoir législatif. Alors, c'est vite dit parce que quand on se réunit, on n'a pas l'impression de dépendre d'un pouvoir. On a l'impression d'une bulle peut-être oubliée, mais voilà. Alors qu'une autre forme que celle-là, elle pourrait être mise, dépendante du pouvoir exécutif. Et donc, l'exécutif, il y a un ministre de tutelle, et donc on n'a évidemment aucune prise sur le casting. On a bien vu que récemment, avec le nouveau casting ministériel, il y a des changements étonnants qui ont eu lieu représentant la NVA à l'Institut au Centre d'égalité des chances. Donc, je pense que c'est un jeu dangereux de vouloir une nouvelle structure qui pourrait dépendre de l'exécutif. Voilà. Donc l'idée serait de garder, on va dire, les avantages de la commission de relative indépendance, plutôt un relatif oubli. Voilà. Une certaine liberté d'écriture, parce que je pense qu'il y a dans le chef de l'administration, les personnes sont plutôt demandeurs de contenu, et évidemment, pour l'instant, les écrits progressistes dominent. Ce n'est pas une garantie, pour l'instant, c'est un constat, ils dominent.
Est-ce qu'on pourrait croiser les doigts et dire que ça continue? C'est aussi prendre le risque qu'à un moment donné, on ne soit peut-être plus aussi présent. Donc voilà, ça c'est le deuxième point qui est intéressant. Troisième possibilité, la suppression pure et simple sans remplacement par une autre structure. Là il y a une petite inquiétude parce que où vont les chiffres? Donc l'avortement, comme le film le montrait, c'est quand même une question, un problème de santé publique. Ça se pose problème, c'est peut-être moins aigu aujourd'hui, maintenant qu'aujourd'hui au Maroc ou au Cameroun ou qu'en Belgique il y a 35 ans, mais ça reste quand même un problème de santé publique. Et donc il faut pouvoir comprendre et qu'il faut pouvoir réduire afin que de moins en moins de femmes se retrouvent dans cette situation. Donc moi ça m'inquiéterait qu'il y ait une suppression de la commission sans remplacement, parce qu'alors il y aurait les chiffres l'INAMI, on n'aurait pas les mêmes informations. Donc l'INAMI aussi forcément depuis 2003 intervient dans le remboursement des avortements pour les femmes qui sont d'ordre de mutuelle, pas pour toutes, et donc récolte des informations qui sont un tout petit peu différentes de la commission. C'est pas si évident d'avoir les chiffres de l'INAMI, je ne pense pas qu'elle fasse des rapports réguliers. Donc pour moi c'est une question plus indépendante qui puisse récolter davantage d'informations. La commission a établi un nouveau formulaire, elle a bien travaillé, mais il est impossible de l'utiliser, sinon il faudrait modifier la loi. Donc c'est vrai que la moindre ligne de ce formulaire nécessite un changement de loi pour être modifié. Donc, pour résumer, je pense qu'il faut être favorable à une structure qui continue à récolter l'information à propos de l'avortement et des grossesses non désirées, qui traiterait l'information de manière approfondie, scientifique, pluridisciplinaire, indépendante, que cette information serait diffusée largement, librement, et qu'il y aurait un contrôle citoyen, je n'ai pas trouvé un meilleur vocable, notamment un contrôle exercé par les établissements de soins qui fournissent l'information, qui veillent à ce que les informations qu'ils fournissent soient bien traitées. Donc il y a quand même 11 hôpitaux qui pratiquent l'avortement en Belgique et 36 centres extra-hospitaliers, et ils en font 80%. Donc voilà, quelle est la structure qui pourrait idéalement incarner ces principes? Je pense qu'il faut aussi, si on veut un changement, il faut changer la loi. Donc, à un moment donné, ça va passer au Parlement. Donc, il faut une volonté politique. Je ne suis pas du tout au fait des relais politiques, donc je me demande, y a-t-il une volonté politique? Si oui, comment peut-on l'augmenter? Comment peut-on la stimuler de notre secteur? Je pense que c'est important que le secteur qui vient en aide aux femmes en détresse, pour reprendre ce vocable, parle d'une seule voix et développe une stratégie. Là, on est aux 25 ans, enfin voilà, on est le jour J. Je pense une stratégie qui se développe à long terme, et je pense qu'il faut pouvoir se retrouver ici aux 30 ans, après avoir obtenu des changements significatifs. Merci Vincent. Ce tableau qui montre que voilà, il y a des questions en débat à propos de la commission d'évaluation, et donc comme Vincent l'a dit, la loi elle a deux grands prescrits, c'est le délai et la nécessité de la notion de détresse. Donc la femme doit être en détresse pour pouvoir avoir un avortement. Donc on va peut-être demander à Frédéric Brichot, qui travaille en centre de planning et qui représente le planning UPS, de nous parler de cette notion de détresse. Est-ce que c'est une notion indispensable ou est-ce que c'est finalement une concession qu'on a faite aux anti-avortements au moment du vote de la loi et qui n'aurait peut-être plus de raison d'être aujourd'hui, puisque vous savez qu'en France, par exemple, et au Luxembourg, cette notion de détresse a été supprimée. Voilà. À toi, Frédéric. Je pense que la réponse est fort nuancée. En tout cas, je me permettrai d'éviter d'axer mon intervention sur l'aspect historique de la loi. Quand certaines et certains descendaient dans la rue pour réclamer le droit à l'avortement ou pour, par exemple, la libération du docteur Peirce, moi j'étais encore une construction dans un utérus, donc c'était difficile à ce moment-là de vivre les événements pleinement. Pareil, quand le roi Baudouin a été mis en incapacité de régner, j'étais en secondaire, je devais être aux alentours du 4e et 5e secondaire, donc ça faisait débat au niveau scolaire, notamment au cours de morale, ce
tu peux rappeler l'utilité du cours de morale également par la même occasion, vu le contexte. Et pour moi, c'était pas une question transcendante, tout simplement. Enfin, pour moi, c'était pas une question tout court, le droit à l'avortement, c'était quelque chose qui me semblait assez logique. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi on voulait remettre ce principe en question. Donc, j'étais pas non plus, à ce moment-là, militant pour le droit à l'avortement, c'était une évidence. Donc je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'histoire de cette loi. En plus, on a l'exposition ici derrière qui est consacrée au Dr Peirce, donc qui retrace une bonne part de cette histoire, qui en parle mieux que moi. Et donc aujourd'hui, je suis là pour parler 25 ans après l'adoption de cette loi, avec ce point d'interrogation sur la notion de détresse, compromis ou nécessité. Je dis que c'est une question complexe parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles sur la question de notion de détresse. Alors d'abord au niveau de la loi elle dit qu'il n'y a pas d'infraction à la demande d'avortement lorsque l'état de la femme enceinte place cette dernière en situation de détresse. Donc moi je dis que pour avorter, il est donc nécessaire que cette grossesse mette la femme en situation de détresse. Cette condition de situation de détresse, elle sous-entendrait des raisons pour pouvoir avoir accès à l'avortement. Et moi, dans ma pratique, ça me renvoie cette idée que finalement, en imposant cette notion de détresse, c'est un peu comme si la femme qui vient nous demander une interruption de grossesse, elle n'aurait pas de raison. Je pense que ça fait à peu près 15 ans que je travaille au centre Louis Peirce. Et j'ai beau chercher dans ma mémoire, mais je ne pense pas avoir accompagné ou entendu parler d'une femme qui serait venue dans un centre demander une interruption de grossesse par hasard. Alors, ça m'amène à me poser la question suivante, c'est en ne désirant pas finalement ou plus une grossesse, ou poursuivre une grossesse, est-ce que la femme ne se met pas automatiquement dans une situation de détresse? Est-ce que cette grossesse dont elle ne veut pas, ne la met pas d'office en situation de détresse. Et cette question, quelque part, elle trouve aussi un écho dans le fait que la loi n'a pas précisé ce qu'elle entendait par situation de détresse. Alors, c'est à la fois bien, et c'est à la fois, voilà, heureusement, c'est à la fois bien, et en même temps, ça peut être peut-être coinçant. Alors, quand on est dans un centre de planning familial qui est convaincu par le droit à l'avortement, et l'appréciation par le médecin de la détermination et de l'état de détresse de la femme, comme c'est prévu par la loi, finalement, ça ne pose pas vraiment de problème. Je pense qu'on va dire c'est une formalité, cette question de notion de détresse. Par contre, si on est face à un professionnel qui se mêle, qui se permet de juger la motivation de la femme à avorter, ça peut devenir plus compliqué, cette question d'accès et de droit à l'avortement. Alors je me suis dit, je vais aller voir dans le dictionnaire. Moi, quand il y a un mot comme ça que je discute et qu'on n'est pas sûr de la définition, en tout cas on ne se comprend pas tout à fait sur le terme qu'on utilise, je me dis, je vais voir dans le dictionnaire. Donc je suis allé dans le petit Robert, et le petit Robert a défini la détresse comme suit. C'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile et angoissante. Alors moi, cette définition, je trouve qu'elle pointe le caractère subjectif de la situation. Et donc ce caractère subjectif que seule finalement la femme concernée va pouvoir évaluer. Voilà, ça c'est après. Et c'est ça le Robert, parce qu'il me l'a. Alors, notre rôle en tant que professionnel par rapport à cette situation de détresse, je pense que c'est d'accompagner en fait au mieux la femme qui choisit l'avortement, l'accompagner dans la singularité de sa situation, l'accompagner face à son vécu, à ses difficultés, ses interrogations, ses émotions, sa culpabilité éventuelle, parce qu'il y a encore une culpabilité qui est là, l'accompagner dans sa démarche, l'accompagner dans l'accès à l'avortement, l'accompagner en fonction de ses besoins. Et donc cette décision, finalement, elle doit rester
elle doit appartenir à la femme. Donc ma petite conclusion serait peut-être que pour se permettre, pour se garantir que la femme seule pourra apprécier sa décision, il serait peut-être préférable de supprimer cette notion de détresse dans le texte de loi, qui est une clause qui finalement est devenue un petit peu, pour les raisons que je viens d'évoquer, un petit peu obsolète, qui était peut-être pour rassurer certaines personnes, même si finalement ce compromis, quelque part, on pratique l'interruption de grossesse, mais c'est un compromis qui ne nous coûtait pas trop. On pouvait organiser une interruption de grossesse avec cette notion de détresse, mais ça reste une porte finalement qui peut être ouverte pour les personnes qui voudraient restreindre l'accès à l'avortement à cause de l'interprétation dont on peut le faire. Voilà. Merci Frédéric. Une question qui reviendra certainement sur le devant de l'actualité, sinon dans les prochains jours, au moins dans les prochains mois, notamment par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins. Et donc la deuxième condition, qui est en fait certainement la première pour avorter en Belgique, c'est de respecter le délai de 12 semaines de conception. Et donc vous aurez entendu aussi que ces derniers jours, au nord du pays particulièrement, eh bien, des associations et des centres pratiquant l'avortement ont demandé ou revendiqué une extension du délai de 12 semaines, notamment parce qu'il y a des femmes en Belgique qui ne trouvent pas le moyen d'avorter puisqu'elles ont dépassé ce délai et que donc elles vont majoritairement en Hollande et leurs chiffres, mais ça Dominique va nous en parler, c'est quand même plusieurs centaines par an. Donc Dominique va nous parler de ce délai et d'une éventuelle extension du délai et si oui pourquoi. Voilà. Merci Sylvie. D'abord, bonsoir à tout le monde. D'abord, je voudrais qu'on se réjouisse ensemble puisque les anti-choix de ce dimanche ont rassemblé 250 personnes sous la pluie. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Avec les Polonais, les Espagnols. Ah, voilà, avec les Polonais, les Espagnols, et qui encore Je ne sais pas, moi je n'ai pas été voir. Donc voilà. Parce que quand même, il faut se réjouir un peu de temps en temps. Et peut-être que les années précédentes, on n'aurait pas dû leur faire la pub en contre-manifestant d'ailleurs, parce que du coup, on contre-manifestait plus, on n'en a plus parlé. Donc peut-être bien que c'est comme ça qu'il faut faire les années qui viennent. Maintenant, pour ce qui est de cette affaire de 12 semaines qui a suscité beaucoup d'émoi dans les médias cette semaine, puisque beaucoup d'organes de presse ont titré les centres extra-hospitaliers revendiquent une augmentation du délai de 12 semaines. On va tout de suite mettre les choses au point. Les centres extra-hospitaliers ne revendiquent rien du tout. Les centres extra-hospitaliers aimeraient bien que les femmes qui présentent une grossesse tardive trouvent une solution à leurs problèmes, mais même en Belgique. Parce que pour les centres extra-hospitaliers, en tout cas pour les praticiens qui font des interruptions de grossesse tardives, ne parlons même que des 12 semaines, c'est-à-dire tout à fait dans le cadre de loi, je peux vous dire que quelquefois, ce que les femmes vivent comme détresse, c'est de courir d'un centre à l'autre pour trouver quelqu'un qui va bien vouloir le faire. Donc il faut remettre les montres à l'heure. Les centres extra-hospitaliers ne revendiquent rien du tout d'augmentation de la loi. Les centres, encore une fois, font remarquer qu'il existe en Belgique chaque année des centaines, probablement un millier de femmes qui doivent aller en Hollande pour interrompre des grossesses qui sont au-delà de 12 semaines de conception, parlons de 14 semaines d'aménorrhée, puisque les Hollandais parlent de 22 semaines d'aménorrhée dans leur limite également. Que ces femmes sont, d'entre toutes celles qui nous consultent, les plus vulnérables sur le plan social, sur le plan psychologique, que ce sont des femmes qui vont voir à l'étranger pour commettre un acte qui est illégal dans leur pays, qui vont devoir trouver de l'argent, parce que les Hollandais, ils travaillent bien, ils sont nickel, ils sont propres, ils sont tout, mais ils sont chers. Donc, entre 500, 1000, 1500 euros, plus de voyage, plus les frais de séjour éventuellement, si elles ont rendez-vous à 7 heures du matin, il faut loger sur place, et que ce n'est pas normal, évidemment. Bon. Alors ça sert strictement à rien de changer la loi si de toute façon on n'est pas praticien. Ça sert à rien. Bon. Ça sert à rien de s'énerver, de mobiliser encore une fois les politiques et de mobiliser tout un tas de bazar comme on sait ce que ça peut présenter en Belgique, avec le risque
Bon, il est peut-être fantasmatique et paranoïaque, mais enfin, il n'est pas totalement inexistant que la révision de la loi n'aboutisse à la finale en avoir moins que ce qu'on a déjà. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas politicienne, mais ce que je peux dire, c'est que de toute façon, ça ne sert strictement à rien s'il n'y a pas des médecins pour le faire. Alors, une bonne loi, ça ne suffit pas, il faut encore des praticiens. Et là, je suis désolée, mais sur le plan de la première partie, donc on parle des 12 semaines, donc les 14 semaines d'aménorrhée, nous sommes en panne de praticiens. En règle générale, pendant l'année scolaire, ça va. Pendant les vacances, ça va déjà plus, parce qu'il y a des centres qui ferment, il y a des médecins qui sont en vacances, parce que des femmes courent partout. C'est pas rare qu'elles fassent 1, 2, 3 centres avant d'arriver au bon. Alors là, je peux vous dire que dans tous les cas de détresse, elles trouvent une définition claire. Hein. Pour le coup, ça devient clair. Et donc, ça ne va pas, évidemment. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans, depuis 30 ans? Il y a certainement eu un déficit dans la formation de la relève des praticiens. Il y a certainement eu un désintérêt pour la santé sexuelle et reproductive des femmes de la part des universités, les lois étant acquises, la pratique permettant l'accès à l'avortement et à la contraception d'une manière extrêmement simple. Il y a probablement eu un désintérêt. Il y a certainement eu un désintérêt d'engagement militant de la part des jeunes, de la part des jeunes générations. Voilà, les choses sont acquises, les choses sont en ordre, il n'y a pas cette conscience de la vulnérabilité de ce genre d'acquis pour les femmes, il n'y a pas cette conscience qu'on pourrait revenir en arrière. Moi, je vois bien quand on interroge des étudiants sur le fait qu'ils pourraient ne plus avoir le droit de se faire avorter ou d'aller chercher des pilules, mais seulement si je ne suis pas tombée sur la tête, parce que, bon, tellement c'est évident, quoi. Hein. Donc, il y a eu une série de choses, voilà, je ne sais pas, je peux expliquer en 10 minutes pourquoi on en est là, mais on en est là. Alors ça concerne le monde extra-hospitalier, c'est-à-dire là où se pratiquent majoritairement les grossesses du premier tiers d'âge de grossesse, donc les centres de planning, l'avorticentra en Flandre. Il faut quand même rappeler qu'il reste en tout et partout quelque chose comme 8 médecins pour faire tous les avortements en Flandre, n'est-ce pas? Et parmi eux, un Argentin, un Wallon, un Hollandais, je ne sais pas quoi, enfin bref. Mais en attendant, l'université de Gand, la ZPUB, personne ne produit des médecins capables de faire des avortements en extra-hospitalier. Ça, c'est la réalité. Hein. Alors, quand on dépasse les 12 semaines, parce qu'enfin, jusqu'à 12 semaines, on va encore pouvoir se débrouiller en courant d'un centre à l'autre, mais on finira par y arriver. Mais quand on dépasse les 12 semaines, qu'est-ce qu'elles deviennent ces femmes? Et là, on les envoie en Hollande, n'est-ce pas? Puisque dans les hôpitaux, il n'y a plus moyen de trouver un relais. Parce que l'époque des pères Subineau et compagnie, ça c'est fini. Hein. Donc dans les hôpitaux, on ne trouve plus un médecin qui veuille bien interrompre une grossesse d'une femme qui est à 13 semaines, 14 semaines, 15 semaines, 16 semaines, 17 semaines d'aménorrhée et qui n'a pas de problème de santé physique et dont le fœtus n'est pas atteint d'une maladie grave et réputée incurable au moment du diagnostic. Donc c'est pas important. Et encore une fois, ce sont les plus vulnérables, ce sont les plus fragiles, ce sont celles qui sont socialement et psychologiquement en vraie détresse. Alors moi je ne comprends pas, parce que l'OMS a quand même donné une définition de la santé, n'est-ce pas? Ce n'est pas que l'absence de maladie, c'est aussi un état de bien-être psychologique, social, etc. Je ne comprends pas qu'on ne lise pas la loi actuelle telle qu'elle est écrite. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'au-delà de 12 semaines, si la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme, on peut pratiquer un avortement thérapeutique à la condition qu'il y ait 2 médecins, etc. Or, ces femmes, elles sont en danger sur le plan social et psychologique. Pourquoi est-ce qu'on ne lit que la santé physique derrière le vocable santé? Alors évidemment qu'il y a beaucoup de questions, hein, évidemment. Là, on est, nous autres, issus d'extra-hospitaliers, avons assez peu de prise, puisque au-delà des, je vais dire 14-15 semaines en tirant un peu, allez bon, ce sont d'autres techniques. Et ce sont des techniques que nous ne maîtrisons pas en centre extra-hospitalier. Donc on ne peut pas aider ces femmes. Alors on a beau supplier, pleurer, se mettre à genoux, faire tout ce que vous voulez, je peux vous dire que c'est devenu impossible, on n'essaye même plus, donc on les envoie directement là. Alors voilà, ça c'est le constat 25 ans après la loi. N'est-ce pas? Où le tourisme abortif 25 ans après la loi est toujours florissant. Je peux vous dire que les centres hollandais n'ont pas fini de gagner leur vie sur la détresse des femmes belges, pour le coup.
beaucoup. Voilà, alors les chiffres, comme tu me demandais Sylvie, les chiffres officiels, je crois une centaine, 500, je pense qu'on peut franchement dire qu'il y en a le double, comme tout d'ailleurs dans le domaine de l'avortement, n'est-ce pas, les 18 000 avortements de la commission d'évaluation, ou 19 000, on est à 25 000 sûrement, pour ne pas dire à 30 000, parce qu'il y a tous les avortements qui sont déclarés comme des curetages, il n'y a qu'à voir le nombre de curetages qui sont facturés à l'INAMI, on arrive facilement à 40 000, ça n'a pas changé depuis 30 ans, c'est pas 40 000 curetages qu'on fout. Donc c'est clair que quand j'entends dire qu'il y a 11 hôpitaux qui font des avortements en Belgique, il y a évidemment beaucoup plus que 11 hôpitaux qui font des avortements en Belgique. Sauf qu'ils ne font pas des avortements, ils font des curetages. Donc c'est derrière le mot avortement, il y a quand même aussi le mot hypocrisie qui vient tout de suite et très vite. Et donc il y en a beaucoup plus que ça, évidemment, des avortements en Belgique. Est-ce que pour autant il y en a trop? C'est quoi trop? Le problème de l'avortement est une chose, le problème de la contraception est une autre chose. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ce discours. Comment est-ce encore possible d'avorter à notre époque avec tout ce qu'on a comme moyen contraceptif? Bon, et alors? Et si moi j'ai envie de tester ma fécondité, parce que j'ai pas de réponse à ma fécondité et qu'après je vais avorter, est-ce que j'ai besoin d'un camion de gens qui pleurnichent avec moi pour assumer ma décision? Je vais mettre un peu, je sais pas, je fais dans la provoque ici, on est entre amis, n'est-ce pas? Je ne dis pas la même chose avec les belles femmes. Mais bon, ici on est entre amis, donc on peut entendre ça, il faut pouvoir entendre ça, parce que si des gens comme nous ne sont pas capables d'ouvrir leurs écoutilles à quelque chose d'un peu progressiste, je ne vois pas très bien comment les autres vont le faire. Et donc voilà, il faut arrêter avec ce qui sont effectivement quelque part des faux problèmes. Et donc, ceci pour répondre à ta question, Sylvie, et pour remettre en œuvre ce qui a été cet emballement médiatique de cette dernière semaine. Non, les centres extra-hospitaliers ne demandent pas une extension de la loi. Les centres extra-hospitaliers demandent qu'on ouvre les bons yeux, les bonnes oreilles face aux bons problèmes. Voilà, merci Dominique. Donc Dominique parle quand même, et on l'a vu dans le reportage, et je pense que c'est vraiment le résultat, il reste une hypocrisie autour de l'avortement. Cette hypocrisie, elle est liée sans doute au fait que, voilà, il y a quand même toute une frange de la population qui continue à estimer que c'est mal de faire un avortement. Et c'est mal aussi parce que, bon, cet avortement, c'est toujours un délit en Belgique, donc qui est partiellement dépénalisé, mais c'est un délit, un crime contre l'ordre public, un crime contre l'ordre des familles et la morale publique. Et donc c'est ce dont Jacqueline Hermans va nous parler maintenant au Mondical. L'avortement dans le code pénal, est-ce qu'on pourrait imaginer de le sortir du code pénal? Je te passe la parole, Jacqueline. Après, je dirais, le discours enflammé de Dominique, et en fait, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 25 ans. Donc ça, merci. Mais en même temps, elle a évidemment pointé toutes les difficultés que cela représente et que cela peut représenter aussi de réouvrir le débat au point de vue du Parlement. Donc c'est toujours avec, je dirais, beaucoup de prudence qu'on peut le faire, qu'on doit le faire, parce que sinon on reste toujours à ce que l'on a acquis 25 ans auparavant, et qu'il y a quand même cet élément qui reste troublant, c'est que au lieu, par exemple, de faire, comme on l'a fait assez souvent ces dernières années, une loi qui réglemente, qui prévoit un cadre en matière de droit médical, on reste, pour ce qui concerne l'avortement, encore dans le droit pénal. Alors, je vous dirais que c'est le pas qu'il faudrait franchir entre la dépénalisation de l'avortement et la légalisation. La légalisation, ça ne veut pas dire sans limite, bien entendu. L'avortement qui ne répondrait pas aux critères fixés par la loi civile, par le droit médical, resterait bien entendu un délit, et doit rester un délit. On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'une femme soit contrainte à un avortement. Donc, c'est ces passages-là qui seraient très importants de sortir du code pénal, de ce chapitre qui concerne les délits contre l'ordre des familles. C'était dans le même chapitre que jusqu'en 1985, l'homosexualité était condamnable.
de sortir donc de ce climat, de cette connotation, de cette culpabilisation, tant pour la femme que pour le médecin, que pour les personnes qui entourent la femme, qui demandent un avortement. Et ça ne serait pas si difficile que cela. Je dirais sur le plan légistique, ça ne serait pas difficile de faire ce pas. Il suffirait, quand je dis suffirait, je suis tout à fait consciente de ce que je dis. Il suffirait d'avoir une loi qui prévoirait les conditions dans lesquelles l'avortement peut se pratiquer ou doit se pratiquer, c'est comme on l'entend. Et donc, vraiment, comme on a par exemple une loi sur la PMA, comme on a une loi sur la recherche sur embryon, comme on a différentes lois en matière de droit médical, c'est de sortir vraiment de cette connotation, de cette ambiance qui reste une ambiance pénale de délit. Et je pense qu'en Belgique, on pourrait faire ce pas, sauf qu'on aurait peut-être pu le faire de façon plus certaine avec d'autres majorités gouvernementales que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que je vous dirais qu'actuellement, je ne pense pas que l'on ait la moindre chance de faire avancer un débat au Parlement par rapport à ces questions qui sont pourtant essentielles. Mais je ne vous rappellerai sans doute pas que pour toutes ces questions en matière d'avancée au point de vue du droit médical, des formations politiques, au mieux se sont abstenues, mais très souvent se sont opposées. Je parle très souvent de l'euthanasie, donc je peux encore vous dire quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre encore aujourd'hui. Même si l'euthanasie est une loi hybride, avec des aspects pénaux et des aspects civils. Mais je dirais que l'utilité aussi de mener cette discussion, cette argumentation, c'est aussi une réponse que l'on doit donner à ce qui existe aujourd'hui comme danger par rapport à cette avancée. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on l'obtiendra d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est une réponse aussi à ceux qui voudraient mettre en difficulté les lois concernant la dépénalisation de l'avortement. Je vais vous citer quelques exemples. Nous avons été tout à fait, je dirais, naïfs en laissant passer des décrets, une ordonnance en ce qui concerne les cimetières, avec les parcelles d'étoiles. Et aujourd'hui, par exemple, en Flandre, il n'y a plus aucun seuil, ce qui veut dire que même, je dirais, un embryon de quelques semaines pourrait éventuellement faire l'objet, je ne sais pas comment on le ferait, mais de funérailles. Il y a également cette volonté, et c'est inscrit dans la déclaration gouvernementale, cette volonté de créer un registre particulier d'actes de décès pour les enfants morts-nés avant 180 jours. Alors jusqu'où on va aller? Mais certainement jusqu'avant les 12 semaines. Pour encore introduire un facteur de culpabilisation, comment la femme qui, par exemple, demandera un avortement ou éventuellement aura une interruption volontaire de grossesse pour raison médicale, vivra la chose alors que sa voisine ira déclarer l'enfant mort-né. J'ai d'ailleurs une difficulté à parler d'enfant mort-né. Un enfant obtient le statut de personne au moment où il naît vivant et viable. Auparavant, ce n'est pas une personne avec un statut juridique. Et il faut tenir tête, je dirais, à tous ces éléments-là, tout en étant aussi conscient de l'appel de Dominique par rapport aux praticiens, parce que, encore une fois, comme juriste, je pourrais vous faire peut-être une très belle proposition de loi, l'écrire, mais encore une fois, si ce n'est pas pour avoir un résultat dans la pratique sur le terrain, cela reste des bonnes paroles, cela reste un texte mort. Mais
je pense qu'il faut vraiment oser porter ce débat, précisément pour porter cette parole aussi, que ce n'est pas un délit qui est commis soit par le médecin, soit par la femme, soit par les accompagnants, que d'accompagner, de pratiquer, de demander un avortement, une interruption volontaire de grossesse. C'est très important au niveau symbolique. C'est très important aussi pour toutes les réponses que l'on doit apporter. Je ne pense pas que je vais m'étendre de façon plus longue, mais je vous promets, en tout cas, que quelques articles vont être publiés à cet égard, que quelques avancées vont être faites, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle notion dont on parle, feuticide. Vous avez les pesticides, mais vous avez aussi les feuticides. Vous avez les infanticides, mais maintenant on invente donc le feuticide. Quelle est cette nouvelle invention? Et cela vient de médecins qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse pour des raisons médicales, qui se posent la question, est-ce qu'on commet un feuticide dans la mesure où, par exemple, la grossesse est supérieure à, je dirais, 15 semaines, est-ce qu'on commet un feuticide? Parce qu'il faut d'abord, je dirais, mettre fin à la vie du fœtus avant de l'expulser. Cette question se pose aujourd'hui et est posée par des médecins qui pratiquent des avortements. Et ce mot feuticide, je vous défie de le trouver dans notre code pénal. Il n'existe pas. Mais quand on répond simplement que la question peut être examinée de façon très claire, soit on est dans le cadre de l'avortement, et si on n'est pas dans les conditions qui sont précisées par l'article 350, il s'agit d'un avortement illégal. Soit l'enfant naît vivant et viable. Et dans ce cas, on est dans le cadre d'un infanticide et qui pourrait être qualifié de meurtre ou d'assassinat. Mais il faut que les choses soient bien claires. Alors, quand on répond cela, qu'est-ce qu'on s'entend dire? Oui, mais il y a aussi la question éthique. Mon Dieu de bon sens, ça veut dire qu'on va remettre tout en question. On va même remettre en question le problème éthique, le questionnement éthique pour l'avortement en général. On revient à ce qui a été la question débattue avant 1990. Alors, oui, il faut affirmer haut et clair qu'il faut sortir l'avortement du code pénal pour également apporter une réponse à tous ceux qui voudraient encore avoir cette connotation de délit par rapport à cet acte. Je sais bien que ce ne sera pas pour demain, ni après-demain, mais c'est vraiment important de le dire haut et clair pour justement prévenir de cette tendance que l'on sent aujourd'hui de remettre en question ce droit, cette liberté pour les femmes. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose maintenant de prendre la parole avant qu'on se retrouve dans le hall d'entrée, puisque Yvon Angler, qui a organisé fin novembre un colloque en l'honneur de Willy Peers, avait demandé à cette occasion au CAL de créer une nouvelle exposition Willy Peers, et que cette exposition, il va la remettre solennellement au CAL ce soir. Vous avez pu la voir dans le hall d'entrée. Donc avant ce moment un peu plus, je dirais, solennel et le moment festif du vin de l'amitié, ben voilà, je vous propose de demander la parole si vous voulez débattre avec nos intervenants. Je voudrais prendre la parole parce que, contrairement à ce qu'a dit le docteur Brichot, je suis une de celles qui a participé à beaucoup de ces choses et qui connaît les raisons pour lesquelles on a choisi le mot détresse, par exemple. Le mot détresse, parce qu'il est bien évident, et Jacqueline vient de le dire, nous avons dû nous battre contre tous ceux qui voulaient que la loi impose leur vision de la chose à tout le monde.
Et ce qui est le but que nous avons poursuivi, c'est que ceux et celles qui les demandent puissent avoir une réponse positive, légale à ce qui est leur problème, qui était le problème qu'il y a encore. Alors, je crois que la première chose, c'est que le mot de détresse, il l'a choisi, on a parlé, Roger, au moment où on faisait le texte, en disant très clairement que c'était la femme qui, je crois qu'on l'a soulevé tantôt, c'est la femme qui, elle, est seule capable de dire ce qu'elle est en état de détresse. Ce qu'elle ressent, c'est ça, la détresse. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas préciser beaucoup de choses? Parce que nous avions dans la série des 19 propositions de loi qui étaient présentées, on avait toute une série de raisons pour lesquelles on pouvait le faire, éventuellement si il y avait quelque chose comme des drames incontestables, si c'était vraiment quelqu'un qui était malade mental, la mère ou quelque chose comme ça, ou bien que si l'enfant présentait des malfaisances, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, les déformations, etc. Et qu'il y avait toute une série de propositions qui, naturellement, avec un seul but, c'est d'empêcher que la dépénalisation de l'interruption de la grossesse, telle que nous l'avons acquise, ne devrait pas pouvoir passer. Et donc, il faut faire attention à ne pas changer le mot détresse, et il faut lire non seulement ça, mais il faut aussi lire les débats au Sénat et en commission. Et il y a eu 2 commissions, il y a eu une première partie, et puis en 85-86, et où on a beaucoup discuté en commission au Sénat, et il faut ce rapport, il est toujours dans les mains, qui a été fait par la sénatrice Lydia Devenne-Leport, elle a toujours ce document, et il faudrait peut-être lui demander si elle ne l'a jamais rendu, elle va peut-être avoir ce document, ce rapport qu'elle avait fait et qui donne des indications très précises, y compris dans l'autre sens. Et c'est aussi le cas de je ne sais pas, je suis trop longue, je vais peut-être essayer d'aller vite, Joaquin. Non, mais c'était parce que je voulais par après encore donner des éléments d'info. Bon, alors, sur le plan du droit, puisque c'était la question posée traitée par Jacqueline Hermans, moi j'ai des inquiétudes si on sort ça du droit pénal. La Belgique est un pays fédéral, pas tout à fait sûr qu'il continuera à exister. Et dans le prétexte, avec les régionalisations, etc., et toutes ces transformations, si on le met dans la santé, par exemple, du régional, d'autres façons de faire, et je crois que si peut-être à Bruxelles on peut continuer, peut-être en Wallonie, mais sûrement pas en Flandre. Je pense que ça, c'est dangereux. Voilà. Quant à ce qui concerne la commission d'examen des situations, pourquoi est-ce qu'elle a été créée, cette commission? Parce que, comme nous étions parvenus dans le comité pour la suspension des poursuites en matière d'interruption de grossesse dont je parle, on était parvenu à obtenir que le débat, le vote ne se faisait pas au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, que c'était un problème purement parlementaire, avec une liberté parlementaire pour le Sénat. Il faut faire attention, la volonté incontestable, c'était dans la vie des gouvernements qu'on avait, c'est toujours avec des gens qui étaient opposés à ce que nous voulions et des gens qui voulaient, nous ne pouvions rien arriver à rien. Si nous laissons tomber ça dans des choses qui sont purement régionalisées, etc., nous allons modifier la situation, et j'en ai fort peu, je peux me tromper, je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais ça m'inquiète. Voilà ce que je voulais dire principalement, et finalement je crois que pour les 12 semaines, nous, quand nous avions proposé
fait le texte, qui est devenu le texte de Roger Lallemand et de Madame Emmanuelle Filson, qui nous a embêtés pendant 20 ans, parce qu'elle ne voulait rien du tout de ce que nous voulions, et qu'elle a accepté un jour où elle s'est rendue compte que finalement elle ne pourrait pas faire comme au gouvernement, ville du Gand, un accord avec les chrétiens et les libéraux et les chrétiens, et qu'elle voulait garder ça, et que ça c'était fichu, et bien alors elle a trouvé qu'elle pouvait éventuellement accepter ça. Je voulais simplement dire que nous avions 14 semaines préparées dans la proposition de loi. Nous l'avons fait parce que les comités, les centres de planning faisaient les 12 semaines, et qu'il fallait s'appliquer à ça, et qu'il était peut-être habile, politiquement, d'accepter quelque chose qui était possible pour nous, mais pour obtenir un droit et en compte. De l'autre côté, les catholiques, les VSC et les CGT ont demandé à avoir cette commission de vérification des choses parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait avoir tant d'interruptions de grossesse qu'ils allaient triompher, etc. Et c'est toute la composition de la commission telle qu'elle est, que c'est bien parce que j'ai aussi toutes les archives de Monique Fifflet qui était une fondatrice là-dedans, exactement ça disait. Il fallait arriver à un équilibre de telle manière que Vlaams-Blom, qui a beaucoup essayé de changer les choses, si on leur donne un petit peu, on risque d'avoir des catastrophes. Et je crois que c'est... Moi, je n'aime pas cette commission, mais elle a peut-être donné des choses, mais je crois qu'il ne faut pas être tombé dans les risques, les tendances qu'on fait, etc., etc. Il ne faut pas quand même que l'on vienne toutes sortes de choses, toutes sortes d'obligations pour vider le sens de ce que nous avons obtenu. Le jour où la Belgique sera autrement, on verra bien, je serai plus là, à vous de voir, mais je crois que ça vaut la peine d'être prudent. Merci Denis. Christine Montréal, je suis députée. Moi, Dominique, vous n'avez pas rajeuni de 25 ans, mais au moins 5 ans par votre engagement enflammé, puisque c'est devant un débat télévisé que vous m'avez sorti de mon fauteuil avec mes enfants, mon Maxi-Cosi, ma poussette et mon compagnon pour aller contre-manifester. Et c'est là que, d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon petit garçon a appris à chanter à Balafalotte. Je ne suis pas sûre que ça ait fait avancer la cause, mais en tout cas, c'était une forme de thérapie de groupe qui nous a fait du bien et qui a contribué à faire en sorte que je puisse puiser dans mon engagement politique une envie de porter la cause de cette avancée majeure, qui est celle du droit de disposer de son corps et de faire en sorte que, à côté de ceux et de celles qui ont voté pour faire en sorte que ce droit soit possible, à côté de ceux qui pratiquent au quotidien des IVG dans les centres de planning ou dans les centres hospitaliers, on puisse politiquement faire en sorte de maintenir cet acquis combien précieux. Et donc ma question c'était, à 25 ans, vous avez dit, Dominique, qu'il y a des problèmes avec des praticiens, un manque de praticiens. Il y a à l'ULB cette formation, mais qui est très peu finalement fréquentée. Et donc ma question c'était de voir comment on peut faire concrètement. Est-ce que on doit travailler au niveau des universités, par exemple, pour faire en sorte que dans la formation de base des médecins généralistes, on puisse imposer une sorte, même si on n'impose pas aux universités, mais si on travaille dans le cadre de l'autonomie des universités, à faire en sorte qu'on ait une formation à l'éducation sexuelle et affective et à la pratique de l'IVG, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Oui, mais moi je ne sais pas, moi je ne sais pas vous apprendre votre métier de politicien, moi j'ai déjà du mal avec les médecins, alors chacun son truc, quoi. Bon, si on est déjà d'accord sur l'objectif, moi ce que je dis c'est qu'il faut des praticiens maintenant. Est-ce qu'il faut à cause des universités former, je ne sais pas, il n'y a pas que les universités, d'ailleurs il y a toutes les
hautes écoles, les psychologues, les assistantes sociales, parce que vous voyez, si c'est la carence du côté des médecins, c'est pas triste non plus du côté des psychologues, des assistantes sociales, qui n'ont pas forcément la science incluse, parce qu'ils sont psychologues ou assistantes sociales, de pouvoir accompagner les femmes qui demandent des avortements. Donc c'est la même chose. Là aussi, ce sont des hautes écoles et des écoles où on ne forme pas. C'est pas dans les cursus formatifs. Alors, quoi, je ne sais pas qui est en grade d'imposer quoi à qui, mais c'est clair que des formations comme ça, attention, à l'ULB, c'est pas une formation comme ça, hein, on a même 3 ans pour former les généralistes, donc c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement, qui maintenant est bien structuré, et qui, j'ai envie de dire, c'est peut-être la chose la plus optimiste que je vis depuis quelques années, qui suscite des vocations. Parce que je pense que les jeunes praticiens, que ce soit les médecins ou les sociales, mais probablement plus les médecins, sont quand même des handicapés de la dimension sociale, de la dimension philosophique des choses. Et on sent bien que quand on leur propose quelque chose comme ça, on remplit un vide de quelque chose qui sont très demandeurs. Donc moi je pense que ça vaudrait vraiment la peine que d'autres universités et des hautes écoles et des facultés de psychologie et de sciences sociales s'intéressent à ça et le proposent. Mais je ne sais pas. Comme en France, c'est rare que je cite la France comme modèle, hein, très rare. Mais en France, vous avez un site officiel concernant l'IVG. Vous avez également un délit d'entrave par rapport à l'IVG. Donc les personnes qui s'opposent peuvent être citées devant les tribunaux. Donc voilà, c'est toute une série de choses pour lesquelles on pourrait travailler, parce que là peut-être qu'il y a certaines choses qui pourraient passer plus facilement que d'autres. Et en tout cas, par exemple, l'information au niveau des autorités, puisque vous savez aussi que l'information malheureusement a été monopolisée par des sites anti-choix. Que Hugo voulait encore réagir. Oui, je voudrais réagir sur 2 choses. Je voudrais d'abord rappeler que nous avons en droit belge une interdiction d'obstacle à l'accès aux soins. C'est dans l'arrêté 78, ce n'est pas propre à l'interruption de grossesse, c'est propre à l'ensemble des structures de soins. Et donc moi je pense qu'il faut l'utiliser systématiquement et systématiquement faire appel à la police pour faire dégager les mouvements qui font pression anti-choix autour des centres. Vous avez une disposition légale très claire qui est utilisable et qu'il faut utiliser. À côté de ça, je dirais que la détresse est non seulement extrêmement confortable parce qu'elle n'est pas précise, mais je vous rappelle aussi que le médecin est le seul à pouvoir constater l'état de détresse et qu'il n'a de compte à rendre à personne. Donc on ne peut pas nous demander des comptes pour le fait qu'on a estimé qu'une patiente est en état de détresse. Donc ça, c'était quand même un élément très important dans la loi qui reste, je pense, un outil extrêmement confortable. J'attire votre attention sur un risque, et tu l'as un petit peu évoqué, Jacqueline, c'est la remise en question des interruptions tardives avec foeticide, qui est un mot que nous employons dans le jargon médical pour indiquer qu'il faut d'abord mettre fin à l'activité cardiaque du fœtus avant l'expulsion pour qu'il ne naisse pas un enfant vivant dans une interruption tardive. Ce sont des interruptions très dures, c'est une réalité très dure, mais c'est une réalité. Et c'est là que les mouvements chrétiens sont les plus agressifs et c'est ce qui serait le plus dangereux, à mon avis, à partir du moment où on remet la loi sur la table, parce que les éléments émotionnels mobilisables sur cette partie-là de la loi sont extrêmement faciles à mettre en branle. Et donc, je crois qu'il faut être sûr de son coup politiquement avant d'ouvrir. Et moi, contrairement à ce que dit Dominique, je pense qu'on aurait intérêt à créer, non pas une extension de la loi de 12 semaines, mais créer une procédure particulière pour les grossesses au-delà de 12 semaines. Et là, la difficulté, c'est que le militantisme n'y est plus, entre autres aussi parce que ces femmes-là forment un groupe extrêmement défavorisé dans la population, qui ne susciteront pas le même intérêt que les femmes de la classe moyenne qui, en 1960 ou en 1970, devaient trouver des solutions pour un avortement clandestin.
Et donc, politiquement, il faut être conscient que c'est plus difficile et que la majorité n'est pas seulement une question de majorité laïque, elle est aussi une question d'équilibre gauche-droite qui aujourd'hui ne nous est pas très favorable pour un groupe social comme celui-là. Merci Yvon. Donc, je crois que madame avait encore une question. Je voudrais demander si l'objection de conscience était considérée comme une entrave. Donc, sur ce site, en France. Parce que franchement, le nombre de médecins qui l'utilisent sont immenses. Donc, bon. Et d'autre part, je lisais aussi, ça c'est un autre avis, que d'un point de vue féministe, que les questions qui touchent aux femmes et la position des femmes actuellement, ou peut-être depuis toujours, est quand même pas terriblement intéressante, et que j'ai l'impression qu'il faudra mobiliser beaucoup de choses pour qu'on s'y intéresse. Comme ça, juste comme je vois les réactions des parlementaires, on voit tout le temps dans site, tout le temps des avis vraiment pas possibles sur les femmes, on se demande s'ils ne pourront jamais s'intéresser vraiment aux problèmes des femmes aussi. Pour la cause de conscience, je l'ai compris, mais pour les femmes, je sens... Je peux confirmer l'absence de grève dans le domaine du féminisme, parce que moi je me sens féministe, mais c'est plus très tendance. Bon, voilà, ça fait quand même très vécu quand on dit je suis féministe. Ben oui, bon. Voilà, par rapport à la clause de conscience, tu veux répondre quelque chose, mais là je suis dans ma pratique, en tout cas, j'ai un peu mes doutes par rapport à ça. Je pense que c'est un métier où faire des avortements, il faut pas y être contraint. Quand on est contraint à faire des avortements et qu'on n'a pas envie de les faire, qu'on est mal avec ça, celle qui paye, ce sera la femme. Et donc il faut faire attention. Je pense que voilà, il faut donner la possibilité de le faire, il faut que ça existe, la possibilité de se former. Et il faut que ça existe, la motivation à se former. Mais la contrainte, moi je pense que dans la contrainte, à la finale, effectivement, ce sera la fin. Pour la clause de conscience, et j'insiste bien, clause de conscience et pas objection de conscience. J'insiste toujours sur cet aspect des choses parce que certains de nos amis du côté catholique identitaire adorent déformer certaines valeurs. Et c'est le cas pour l'objection de conscience. Pour la clause de conscience, je pense qu'effectivement, on s'est fait piéger par rapport à cette clause de conscience. Nous, on pensait qu'elle allait être invoquée à juste titre, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas contraindre un médecin ou n'importe qui à poser un geste, un acte qui n'est pas conforme à ses convictions. Cela étant, il faut faire attention à la manière dont cette clause de conscience est exploitée aujourd'hui. Et que si nous nous battons également pour la liberté thérapeutique des médecins, mais cette liberté thérapeutique des médecins est parfois remise en question par des institutions. C'est-à-dire que dans certains hôpitaux, dans certaines institutions, je ne suis pas encore parvenue à avoir les documents, mais il m'est revenu qu'il y avait par exemple l'interdiction de pratiquer un avortement, qu'il y avait l'interdiction de pratiquer une euthanasie. Donc c'est plutôt dans la déformation de cette clause de conscience qui devient pratiquement une politique institutionnelle que réside le danger. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans certaines institutions, on parle plus de curetage que d'IVG. Je ne citerai pas des noms, mais vous voyez très bien de quelles institutions je veux parler. Donc, il faut garder à la clause de conscience son objet. Mais je dirais en plus de ça que si on embrasse le métier de gynéco, quelque part,
c'est le genre de question qui va se poser, à la limite, je dirais, à ceux qui sont opposés à cela, mais qu'ils choisissent d'autres professions, qu'ils choisissent d'autres orientations. C'est un petit peu comme les mères qui ne voulaient pas, par exemple, faire des mariages de couples homosexuels. Et bon sang, personne ne les oblige à devenir mères. Alors à partir du moment où ils choisissent de devenir mères, eh bien, il y a évidemment des obligations qui en découlent. Donc, je ne serai pas pour gommer de façon systématique cette clause de conscience, parce que cela permet aussi, cette clause de conscience, ou en tout cas bien utilisée, de s'opposer à des actes qui étaient innommables. Donc, qu'on garde une conscience, qu'on ait cette conscience et cette responsabilité. Mais faut-il l'inscrire dans la loi? C'est autre chose, parce qu'à partir de ce moment-là, elle peut être dévoyée. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous en êtes d'accord, on va maintenant se diriger dans le hall pour prendre un verre ensemble et voir cette magnifique exposition. Merci en tout cas pour votre présence.